Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers camarades, bonjour. Et oui, la FGTB de Verviers, Oostbelgen, ne pouvait rester sans faire quelque chose pour son 1er mai. Et donc, c'est virtuellement, comme beaucoup d'autres, je pense, que nous avons choisi de le faire. Alors, traditionnellement, il y a un discours du président de la régionale au Parc Marie-Louise, là où tout le monde est rassemblé. Nous avons choisi cette fois-ci plutôt de le faire dans le style d'un débat entre Daniel Richard et moi-même. Daniel Richard, secrétaire régional de la FGTB de Verviers-Belgium. Salut Daniel. Salut Christian. Bonjour Daniel. Et donc, mais avant de commencer ce débat, je me permettrai au nom de tous les membres de la FGTB de Verviers de remercier l'ensemble des travailleurs et notamment ceux du secteur soignant, qu'ils soient hospitaliers, à domicile ou dans les institutions, pour le courage qu'ils ont eu dans cette crise, parfois dans des conditions très difficiles, voire dangereuses, mais aussi d'autres travailleurs du type éboueurs, pompiers, ambulanciers, caissiers, caissières, personnel d'entretien, etc., etc. Bref, tous ceux qui ont dû prendre sur eux pour pouvoir continuer à servir les besoins essentiels de la population. Et j'en profite également pour tirer un grand coup de chapeau à tout le personnel de la FGTB de Verviers qui ont choisi de rester sur le pont et de venir même travailler quelques week-ends pour assurer effectivement le paiement des allocations de chômage, puisqu'on a eu un afflux massif de demandes de chômage cas de force majeure coronavirus. Et donc, pour relever le défi, je pense que c'est chose faite dans les grandes lignes en tout cas. Et donc, je tenais vraiment à leur remercier pour leur application et leur motivation à faire ce travail. Ben voilà, Daniel, ça fait un peu bizarre de fêter un 1er mai à travers un écran. Je pense que ça fait 12 années que nous passons côte à côte ce 1er mai avec d'autres camarades d'ailleurs. Et donc, le faire ici à travers un écran, c'est parfois un peu bizarre. Mais peut-être premier point, Daniel, on entend souvent le patronat, la droite, les capitalistes en général nous expliquer que c'est impossible d'arrêter la mondialisation, qu'il n'y a pas d'autre système que le système capitaliste possible et qu'on ne peut arrêter de toute manière ce qui se passe aujourd'hui dans la manière de fonctionner, de produire et autres, alors qu'ici on vient de constater un petit grain de sable, un petit virus a mis en arrêt quasiment de manière mondiale l'économie, donc ça veut dire que c'est possible. Oui, et j'attire l'attention de tous nos affiliés, nos militants, qu'en fait en décembre nous avons eu un congrès sur ces questions en fait liées à l'effondrement et aux limites en fait de la Terre, que ce soit au niveau écologique, au niveau social, au niveau financier, etc. Et qu'on a un peu l'impression qu'on est rentré en fait maintenant dans l'exercice pratique en fait de notre congrès. Et moi je voudrais effectivement constater comme toi qu'alors que le système, les tenants du système nous ont toujours dit qu'il n'était pas possible de changer, pas possible d'arrêter, etc. la mondialisation, que d'un coup en fait tout le système s'est arrêté et qu'on doit en tirer toute une série de conclusions. Des conclusions assez faciles, dire que les organisations syndicales et la gauche en général avaient raison de défendre la sécurité sociale et les services publics parce que c'est eux qui, à un moment donné, sont restés présents et actifs au moment de la crise sanitaire. Effectivement, Daniel, je pense qu'on a de grandes leçons à tirer à ce niveau-là. Et je voudrais quand même pointer ce qui s'est passé dans les maisons de repos, le sacrifice de ces personnes, de nos aînés, qui sont les enfants de la sécurité sociale. Ils devaient avoir 8 à 12 ans, je pense, au moment de la création de la sécurité sociale. Ils ont cotisé toute leur vie et aujourd'hui, on les sacrifie par rapport aux mesures qui n'ont pas été prises dans les maisons de repos, et aussi le personnel qui s'en occupe a été mis en danger et le sont toujours aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a effectivement pas mal de leçons à tirer. Je ne suis pas certain qu'on va pouvoir, en tout cas que un certain nombre de personnes acceptent de le faire. On le voit pour le moment, un certain nombre de politiques balayent ça et disent on fera le bilan plus tard. Pour le moment, il faut gérer la crise. Et je pense qu'il faudra quand même y passer par là. Nous, je pense qu'effectivement, on devra absolument avoir une évaluation. Il faudra, on parle en fait de commission d'enquête, etc., mais il faudra que des responsabilités soient pointées, parce qu'en fait, depuis un certain nombre d'années, on a complètement désinvesti en fait le secteur des soins de santé. On voit bien aujourd'hui que personne n'oserait dire qu'il faut continuer à faire en fait des économies dans le secteur du soin de santé. La sécurité sociale, de manière générale, dans une économie libérale telle qu'on la vit depuis plus de 20 ans, était un facteur d'ajustement là où on pouvait faire un certain nombre d'économies. On rappelle que dans la répartition de la richesse produite, plus de 6% en fait ont quitté le revenu du travail pour passer au revenu du capital. Toutes ces questions vont devoir être remises sur la table à l'occasion d'une évaluation de ce qui s'est passé.
Effectivement. Alors, on pourrait parler aussi des secteurs, enfin des décisions gouvernementales, de la concertation sociale et des secteurs qui ont été mis dans la liste des secteurs essentiels. Je pense que là aussi, il y a beaucoup à dire. Je pense que le monde syndical n'a pas été vraiment écouté, qu'il y a eu beaucoup de lobby patronal et que le gouvernement a pris des décisions. On est étonné de voir un certain nombre de secteurs qui sont repris dans les secteurs essentiels à la nation. Et notamment des secteurs qui, en général, sont plutôt négligés, qui sont souvent mal payés, et on pourrait considérer des secteurs de seconde zone. Je pense effectivement que la question des secteurs essentiels, on doit se la ressaisir. On doit mener cette réflexion en disant, dans les situations de crise telles que nous les avons vécues et dont nous disons, c'est un peu le sens de notre congrès, qu'elles risquent de se multiplier à l'avenir avec les problèmes énergétiques, avec les problèmes climatiques, avec les problèmes financiers, les problèmes économiques, on doit réfléchir à quels sont les secteurs essentiels, quelles sont les fonctions essentielles. Effectivement, tu as dit, le secteur des soins de santé a été vraiment mis en avant parce qu'en fait, il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait par ces travailleurs-là. Mais le personnel d'entretien dans les entreprises a joué un rôle majeur en fait dans le combat en fait contre cette épidémie. Et puis il y a des secteurs à un moment donné qui se sont révélés en fait tout à fait importants. Tout le secteur de l'alimentation, on a connu dans notre région une explosion en fait du recours en fait au circuit court, à l'alimentation, au circuit direct, etc. Donc tout ça doit être réfléchi, y compris en fait sur quels sont les secteurs essentiels. Demain, les pouvoirs publics auront sans doute des moyens limités pour réinjecter des moyens dans l'économie. Et donc, il faudra que les citoyens puissent dire, de manière très démocratique, nous, à un moment donné, on a des besoins essentiels. L'eau, l'alimentation, l'énergie, un minimum d'énergie, probablement le logement. Et c'est là qu'on doit être des secteurs prioritaires. Et je pense que ça, c'est un débat qu'on doit vraiment ouvrir dès aujourd'hui. Oui. Alors, on entend souvent le patronat aussi dire que le système belge est impayable, que la sécurité sociale est trop lourde à supporter pour eux, que les cotisations sont trop importantes. Ils ont reçu d'ailleurs beaucoup de cadeaux ces dernières années avec les différents gouvernements qui viennent de passer. Ici, aujourd'hui, on peut dire quand même, ce sont les premiers à avoir appelé à l'aide et avoir demandé que l'État joue un rôle plus important, alors que souvent ils disent que l'État, en tout cas la droite, dit que l'État doit vraiment être réduit à sa plus simple expression. Ici, ce sont quand même les premiers qui ont demandé à l'aide et qui continuent à l'aide pour après, qui continuent à demander de l'aide pour après cette période de crise. Oui, la droite a souvent stigmatisé les allocataires sociaux en disant qu'en fait c'était des profiteurs, etc. Je suis très frappé en fait de voir dans l'attitude en fait du patronat aujourd'hui une attitude quasi de mendiant à l'égard des pouvoirs publics. Ils nous ont dit pendant des années que le marché devait réguler en fait toute la situation, et aujourd'hui en fait ils ont été les premiers en fait à s'adresser vers l'État en disant il va falloir nous aider parce que sans ça va pas aller. Donc il y a vraiment une réflexion à mener de ce point de vue-là aussi, parce que ce sont des logiques qui sont complètement remises en cause, comme tu le disais, par une petite chose qui existe, c'est-à-dire un virus. Oui, en plus, les mesures d'aide qui ont été appliquées sont quand même relativement linéaires, et ce qu'il est normal qu'à un moment donné, une entreprise multinationale reçoive la même aide qu'une petite entreprise qui a du mal, qui paye ses impôts, etc., alors que les multinationales planquent parfois son pognon et sortent les bénéfices du pays et planquent son pognon dans les paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts ici en Belgique. Donc il y a beaucoup d'interpellations, beaucoup de questions à se poser aussi sur la manière dont ces aides ont été attribuées, et comme elles le seront encore probablement par la suite, puisqu'ils sont, je répète, ils sont encore demandeurs. On entend les leaders dire il faudra nous aider, il faudra accepter un certain nombre de choses. Parlons aussi peut-être des pouvoirs spéciaux, Daniel. On voit que ce gouvernement a bénéficié de pouvoirs spéciaux, gouvernement où il n'y a que des partis de droite qui le composent, je précise aussi. On constate que les pouvoirs spéciaux n'ont pas vraiment servi à lutter contre la crise, mais plutôt encore des cadeaux au monde économique, au patronat, en flexibilisant encore plus les horaires, en défiscalisant des heures supplémentaires, en admettant la possibilité de faire des contrats à durée déterminée de façon quasiment infinie. Et donc, on se rend compte que les pouvoirs spéciaux ont servi encore une fois le patronat et pas nécessairement les travailleurs et la population. Non, tout à fait. Et il y a vraiment une réflexion à se mener aussi, en fait, sur en termes démocratiques, en fait, par rapport à ces pouvoirs spéciaux. Non seulement, en fait, le gouvernement a décidé quels étaient tout seul comme un grand, quels étaient les secteurs prioritaires sans débat, mais le gouvernement se prépare à un moment donné à accentuer, à se doter, en fait, d'outils nouveaux, en fait, pour contrôler, en fait, les citoyens, et tout ça sans débat démocratique. Je pense que nous avons le devoir, en fait, d'alerter nos affiliés sur ces dangers et ne pas plonger à un moment donné dans
dans ce type de proposition, je parle évidemment du tracing, je parle à un moment donné en fait de l'exploitation de toutes les données personnelles liées au GSM, etc. Il y a vraiment un débat à avoir en fait sur le rôle de l'État, qui ne doit pas être un rôle de contrôle de la population, parce que d'autant qu'en fait cette crise nous a montré, je pense l'exemple du masque, que les citoyens étaient matures et là où le marché n'a pas été capable en fait de fournir des masques, notamment aux entreprises, notamment en fait au pouvoir public, pour envisager le déconfinement, il y a toute une série d'initiatives citoyennes qui ont été prises pour combler ces lacunes. Et je pense que ça aussi, en fait, on doit garder ça en fait en mémoire, dès lors qu'en fait, on va rediscuter des pouvoirs spéciaux dans les prochaines semaines. Ils n'ont servi à rien pour lutter. En fait, il n'y a pas un arrêté royal qui a été pris dans le cadre des pouvoirs spéciaux pour lutter contre le coronavirus, si ce n'est peut-être le dernier, mais qui arrive vraiment à contre-temps, celui que nous annonce Maggie de Bloch, qui prépare un arrêté royal pour réquisitionner le personnel médical, qui a prouvé qu'il n'était pas nécessaire à un moment donné qu'on ait un arrêté royal pour qu'ils fassent leur job. Oui. Alors, je pense qu'à un moment donné, on sent bien qu'au départ de cette crise, il y avait la santé préoccupait beaucoup tout le monde, et même un certain nombre d'employeurs ont pris des dispositions assez rapidement. Et puis maintenant, quelques semaines après le début de cette crise, on constate effectivement la santé plutôt mise de côté, et que on sent qu'il faut redémarrer l'économie coûte que coûte, même contre l'avis des experts scientifiques. Et ce gouvernement a tendance encore de nouveau à écouter les mêmes et les pareils pour relancer et prendre des mesures de déconfinement qui nous ont été annoncées la semaine dernière, qui vont peut-être à contresens de ce qu'il faudrait faire. Et je pense que là aussi, il faudra porter les responsabilités. Oui, je pense qu'effectivement, tu as raison. On a bien senti que depuis le week-end dernier, la priorité, c'est plus tellement la santé, c'est plutôt en fait la reprise économique coûte que coûte. Et là, dès lors en fait que les conditions du déconfinement ne sont pas réunies, on a parlé des masques, on pourrait parler des tests. Je pense que nous, comme organisation syndicale, on doit vraiment dire à un moment donné que notre premier job, en fait, c'est l'intégrité physique des travailleurs, et que le contrat de travail ne prévoit pas en fait que le travailleur mette sa santé en difficulté. Il existe en fait dans notre législation un droit de retrait, un peu à l'image de ce qui existe en France. Et nous devons absolument mener le combat pour que ce droit de retrait donne plus de garanties aux travailleurs qui décideraient simplement que les conditions de leur santé ne sont plus réunies par leur employeur parce que les mesures de protection ne sont pas suffisantes, pour pouvoir dire, sans conséquence, je me retire à un moment donné parce que ma santé en fait en vaut le coup, et je ne dois pas payer parce que je veux protéger ma santé. Effectivement, quand tu dis, je vais rebondir sur ce que tu dis, on ne doit pas payer parce que ma santé peut avoir des conséquences. Effectivement, on a de quoi craindre les lendemains et les responsabilités. Tu parlais de responsabilités individuelles, et que le gouvernement, ce n'était pas son rôle nécessairement de contrôler la population et chaque personne. C'est pourtant ici le sentiment qu'on peut avoir. On a une forme de responsabilisation, de culpabilisation individuelle qui a été mise en place. Il suffit de constater le nombre d'amendes qui ont été dressées individuellement, alors que parfois dans les entreprises, il y avait effectivement matière à pouvoir sanctionner, et force est de constater qu'on n'a pas mis nécessairement les moyens pour que ça arrive. Et donc moi, je voudrais aussi attirer l'attention de chacun, qu'à un moment donné, il ne faut pas être sensible à ce discours de culpabilisation et de responsabilisation individuelle. On va encore, à mon avis, dans les semaines qui viennent, nous culpabiliser, nous dire qu'il va falloir que nous fassions des efforts, que nous devrions peut-être payer plus d'impôts, de sécurité sociale, alors que les employeurs, eux, réclament le contraire. Je pense qu'à ce niveau-là, on doit aussi être très vigilant par rapport à la suite politique qu'il va y avoir et aux mesures qui seront prises. Le message politique en fait de ce 1er mai que doit porter en fait la FGTB de Verviers-Belgienne est un message assez clair. On ne sortira pas de la crise avec moins de démocratie. C'est avec plus de démocratie qu'on sortira de cette crise et qu'on remettra en fait la société sur pied. Plus de démocratie, ça veut dire plus de concertation sociale. Pendant la période de coronavirus, en fait, on a eu moins de concertation sociale. Plus de démocratie, ça veut dire en fait moins de pouvoirs spéciaux, surtout s'ils sont utiles, comme on vient de le dire. Plus de démocratie, c'est peut-être aussi, dès lors qu'on parle de déconfinement, de procéder aujourd'hui à une opération de régularisation. Il y a dans ce pays 200 000 travailleurs sans papier qui contribuent en fait à l'économie sans avoir de droit. Et ces gens sont confinés quasi depuis le moment où ils ont reçu un ordre de quitter le territoire. Cet ordre de quitter le territoire, il est impossible à appliquer aujourd'hui parce que les frontières sont fermées. Et donc ça nécessite d'urgence une opération de régularisation pour permettre à ces gens de participer en fait à la politique sanitaire de l'ensemble de la société belge et en fait de
de restaurer en fait un principe démocratique. Ces gens sont dans le pays depuis un certain nombre d'années. Ils méritent en fait aujourd'hui d'être régularisés. Effectivement, je pense que c'est le message qu'on peut envoyer et je pense qu'on va conclure ce débat pour ne pas non plus être trop long. On pourrait en débattre pendant des heures puisque le 1er mai, évidemment, se poursuit avec d'autres interventions et des intermèdes musicaux. Et je pense que le message qu'on pourrait aussi envoyer à tout le monde, c'est qu'à un moment donné, cette économie, cette société doit fonctionner. Elle ne peut plus fonctionner comme elle a fonctionné jusque maintenant. Je pense qu'on doit repenser la manière dont on va travailler demain. Je pense que sur base d'une économie responsable qui se base sur le bien-être des gens et avec des valeurs écologiques et un environnement sain qui va permettre aux générations futures de pouvoir vivre et se sentir bien de manière beaucoup plus sereine que ce qu'elles sont maintenant. Je pense que c'est à ça que nous devons travailler et c'est à ça que chacun d'entre nous devra veiller à l'avenir. Excellent 1er mai, bonne fête du travail à tous.